Bonjour, je vois que la salle est pleine, alors je vous remercie vraiment, je ne m'y attendais pas. Ici, c'est pour parler de complexité algorithmique, donc si vous étiez venu pour Doctolib, en fait, c'est une autre salle. Bon. Alors bonjour à tous, je m'appelle Valentin Deleplace, je suis développeur advocate à Google Cloud. Et aujourd'hui, je voudrais parler de Big O, ou de grand O, de complexité algorithmique, de vitesse d'exécution, de performance théorique qui doit normalement avoir un impact très concret sur la pratique. Donc moi, je vais lire mon texte, mais je vous le ai à l'œil. Nous aurons de la théorie, des exemples dans lesquels la théorie marche bien, la faiblesse de la théorie de mon point de vue, et un exemple où la théorie ne marche pas très bien. Alors dans ce graphe, chaque barre bleue représente un slide que je vais présenter, et plus la barre est haute, plus ça veut dire que le slide est intéressant. Donc je vais parler de choses assez intéressantes, mais sans plus, pendant 40 minutes environ, dans un style assez pompeux, assez pédant même, sauf dans un slide qui sera vraiment mémorable quelque part au milieu, et le tout dernier slide qui sera lui aussi mémorable. Alors commençons par... Merci. Commençons par le plus pénible, la théorie. La théorie du Big O produit des équations, par exemple, de la forme f de n égale grand O de n carré, que l'on peut traduire en langage courant par la fonction f croît proportionnellement au carré de n. C'est un peu un abus de langage, on écrit égal, mais en vrai, c'est plutôt appartient à. J'avais déjà prévenu que mon intro serait très pédante, donc je vais me permettre des notations absconses. Voilà, je remplace le signe égal par le signe appartient à. Même cette notation, je trouve que c'est un petit peu approximatif. F de n, c'est quoi? Est-ce que c'est le résultat de la fonction appliquée à un entier n, ou est-ce que c'est la fonction elle-même? Et si f de n, c'est la fonction, alors c'est quoi f? Un autre abus de langage, c'est que la plupart du temps, quand on dit grand O de n carré, on veut plutôt exprimer grand θ de n carré, c'est-à-dire pas plus cher que n carré, mais pas moins cher non plus. Par exemple, si je vous dis que trouver le max dans une liste de n nombres, c'est grand O de n carré, eh bien, c'est vrai. Tous les algorithmes en grand O de n sont aussi en grand O de n carré. Grand O peut se lire approximativement comme inférieur ou égal, et grand θ se lit correctement, appartient à la même classe de complexité. Moi, dans l'absolu, je préférerais une notation qu'on pourrait lire directement comme ceci. F appartient à la classe des fonctions qui ne coûtent pas plus cher que la fonction carrée, avec une notion de pas plus cher un peu bizarre, que l'on va voir dans le slide juste après. Mais bon, je ne vais pas réécrire l'histoire. On a des notations communément admises, donc on va essayer de les utiliser. La définition mathématique complète de f de n étant grand O de n carré, c'est il existe deux nombres positifs k et n0, tels que pour toute n supérieure à n0, alors f de n est inférieur à k fois n carré. Et vu comme ça, c'est assez indigeste. Toutefois, chaque composante de cette phrase mathématique a un sens qu'il est tout à fait possible de saisir intuitivement. Essayons d'imaginer une fonction f en grand O de n carré. Elle peut monter et descendre par endroits, mais elle a plutôt tendance à monter. Si elle est en grand O de n carré, ça devrait vouloir dire que qu'en chacun de ces points, elle est égale ou inférieure à la fonction n carré. Pourtant, on n'a pas l'impression que c'est le cas ici. La courbe verte n carré est très en dessous de la courbe bleue de f. C'est pour ça qu'on précise f de n n'est pas forcément inférieur à n carré, mais plutôt à k fois n carré pour une certaine constante k dont la valeur n'est souvent pas explicitée. Ça peut paraître arbitraire, mais ça a tout à fait du sens. Imaginez que visser un boulon nécessite un geste de 1 seconde. Le temps requis pour visser n boulons, c'est grand O de n. C'est linéaire par rapport à n, ça prend n secondes. Mais si jamais visser un boulon, ça nécessite 3 gestes de 1 seconde, est-ce que c'est encore en grand O de n? Est-ce que c'est encore linéaire par rapport à n?
Oui, oui, j'ai entendu la bonne réponse, bravo. Il y a quelqu'un qui suit. Oui, le temps est égal à 3n. La constante, c'est k égale 3. Bon, il se trouve que sur ce diagramme, l'affirmation mathématique qui est construite tout en haut n'est pas encore exacte, puisque la courbe bleue, elle est bien en dessous de la courbe orange sur la droite, quand n tend vers l'infini pour les grandes valeurs. Mais par contre, sur la gauche, quand n est proche de 0, ce n'est pas le cas. La courbe bleue est au-dessus de k fois n carré, donc il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on introduit une certaine constante n0, dont la valeur n'est souvent pas explicitée, qui signifie l'inégalité est vraie, mais uniquement au-delà de n0, quand n tend vers l'infini. On se permet d'ignorer complètement ce qui se passe pour les valeurs de n plus petites que n0 et d'en faire abstraction. Vous pouvez voir que la valeur de la courbe bleue ne commence pas à 0, ici. Donc ça correspond peut-être à un temps incompressible d'initialisation d'une fonction. Donc ça fait, pour les toutes petites valeurs de n, le coût d'exécution n'est pas vraiment comparable à k fois n carré, qui lui commence bien à 0. On va voir par la suite que le flou artistique qui entoure les valeurs de k et de n0 nous réserve quelques surprises. Dans ces graphes, j'ai gradué l'ordonnée, l'axe y, comme étant l'exécution exprimée en millisecondes. Informellement, il y a une équivalence entre le nombre d'opérations élémentaires exécutées par la fonction et le temps d'exécution. Donc, on fait parfois un peu l'amalgame entre les deux. En abscisse, on parle de n. Mais n, c'est combien? Quand n est petit, big O n'est pas l'outil adapté. Je dis toujours big O ou grand O de façon interchangeable, mais je pense que vous avez compris. Big O est très explicite sur son mépris des petites valeurs de n inférieures à un certain n0 qui est arbitrairement grand. Formellement, Big O ne nous apprend rien sur les petites valeurs de n. Quand n tend vers l'infini, tout à droite, c'est censé être Big O qui nous apprend la vérité sur la performance. Mais l'infini, bien sûr, on ne l'atteint jamais. Donc en fait, c'est la tranche du milieu qui nous intéresse le plus. Que se passe-t-il quand n est assez grand? On effectue des analyses Big O sur ce qui se passe à l'infini, dans l'espoir que cette sagesse puisse s'appliquer à des valeurs finies de n, qui sont moyennes ou grandes. Un grand O, ce sont des choses vraies à l'infini, et l'infini que nous n'atteindrons jamais. Donc dans un sens, ce qui est contradictoire, c'est que l'on fait des analyses mathématiques rigoureuses et péremptoires pour évaluer la performance des algorithmes, mais pour cela, on se met volontairement des œillères, en choisissant de faire abstraction de certaines choses et pas d'autres. Par exemple, quand on décide d'évaluer un algorithme de tri en se focalisant sur le nombre de comparaisons, et qu'on fait abstraction du nombre de recopies d'un élément ou du nombre d'allocations mémoire. Invoquer un grand O, c'est un peu comme un avocat qui fait un effet de manche en direction du jury du tribunal. Alors c'est impressionnant d'éloquence, mais ça repose parfois sur un argumentaire un peu faible ou subjectif. Alors, j'avais prévu tout un chapitre sur la fonction logarithme, qui me semble intéressante du point de vue de la relation entre la théorie et la pratique, et malheureusement, ça fait complètement déborder la présentation de son temps alloué, donc à la place, je vous donne juste ma conclusion. Si vous rencontrez log de n dans une équation, essayez de déterminer combien vaut log de n lorsque n est grand. Par exemple, 100 fois plus que la charge maximale que vous pensez traiter un jour. Donc vous avez cette valeur, ensuite vous la traitez comme un facteur constant dans l'équation et vous passez votre chemin. En gros, le logarithme croît tellement lentement qu'il est légitime de le traiter comme une constante. C'est mon point de vue. Maintenant, un peu d'humanité dans tout ça. L'homme est la mesure de toute chose. Alors la première fois que j'avais entendu cette citation, je n'étais pas du tout d'accord. Je n'y voyais qu'un anthropocentrisme très archaïque, déconnecté de la réalité physique du monde. Pour moi, non, l'homme n'est pas la mesure d'une molécule, ou bien l'homme n'est pas la mesure d'une supernova. Et puis plus tard, j'ai compris que l'humain était effectivement la mesure la plus importante de tout ce qui concerne les humains, c'est-à-dire de notre point de vue à nous, humains, de toute chose, effectivement. La mesure de la vitesse d'exécution d'un système informatique, par exemple, ça n'existe pas dans un vide cosmique. On mesure et on optimise les quantités qui vont impacter des êtres humains. Par exemple, à cause de la latence qui nous fait perdre du temps,
ou à cause de l'utilisation prolongée de ressources informatiques qui nous font perdre de l'argent. Un exemple, si vous avez l'occasion d'optimiser un script qui tourne pendant 1 heure chaque nuit, est-ce que vous le faites? J'estime que ça dépend. Un programme qui tourne automatiquement pendant que vous dormez et qui a déjà terminé quand vous vous réveillez, ça a un coût humain égal à 0. Si vous avez de bonnes raisons de penser que sa durée sera toujours de 1 heure, alors surtout ne l'optimisez pas. Par contre, si vous pensez que le volume de données à traiter séquentiellement va être multiplié par 20 dans les semaines à venir, alors oui, vous prévoyez que l'humain sera impacté et ça vaut le coup d'optimiser dans ce cas-là. Revenons à notre schéma approximatif des ordres de grandeur de la donnée d'entrée. Avec les équations de complexité algorithmique, quand on a le choix entre 2 algorithmes et qu'on souhaite départager celui qui est censé être le plus performant, ça se fait à l'aune de ce qui se passe tout à droite, vers l'infini. Or, nous, humains, nous sommes impactés par des valeurs finies qui se situent ici, à gauche, ou ici. Elles sont soit petites, soit moyennement grandes. J'affirme qu'une analyse digne de ce nom doit se concentrer sur une estimation raisonnable de la taille des véritables données d'entrée, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'infini. Parfois, la tendance est la même, mais parfois pas du tout. On va voir quelques exemples que j'appelle positifs, c'est-à-dire dans lesquels le passage d'une classe de complexité élevée à une classe moins élevée a effectivement permis de sauver un projet. La plupart du temps, il s'agit de remplacer un algorithme quadratique en grand O de n carré par un algorithme linéaire en grand O de n. Un exemple classique que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière, c'est la déduplication. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui manipulent beaucoup d'objets et qui estiment légitime de vouloir faire le ménage de temps en temps et retirer les doublons. C'est assez classique. Donc là, vous avez une liste d'objets. Et si vous souhaitez retirer les doublons, un algorithme naïf consiste à parcourir toutes les paires d'éléments possibles de ces éléments pour voir s'ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, alors supprimer l'un des deux. Ça prend malheureusement un temps quadratique d'explorer toutes les paires possibles de la liste. Une fois identifié, ça se corrige assez facilement. Soit en triant la liste afin que tous les éléments identiques se retrouvent côte à côte, donc ça fait une complexité totale de grand O de n log n, ou alors en mettant tous les éléments dans un H7 et en faisant une seule passe sur les éléments pour un coût linéaire grand O de n. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire en février dernier. Le jeu GTA Online était affreusement lent à se charger, parfois plus de 15 minutes pour se lancer. Levez la main si vous en avez entendu parler. Ok, pas mal de monde. Donc ça faisait 7 ans qu'il était sorti, et 7 ans que des milliers de joueurs trépignaient chaque jour au lancement parce que personne chez Rockstar n'avait pris la peine de l'analyser et le corriger, ce problème. Bon, un joueur a fini par se retrousser les manches. Il a procédé au profiling et au reverse engineering du temps de chargement, et c'est un travail de ouf quand on n'a pas le code source, et il a découvert ceci. Alors, un fichier JSON de 10 mégaoctets était traité par la fonction C qui s'appelle sScanf, qui elle-même appelait la fonction stringlength, qui faisait beaucoup trop de travail à cause de la façon dont les chaînes de caractères sont codées en C avec un 0 à la fin. En bref, le temps total était accidentellement en grand O de n carré, alors que fondamentalement, une seule passe sur le fichier était nécessaire. Ou bien 0 passe, parce que le fichier JSON, de toute façon, il ne servait à rien pour le jeu. Oui, ça c'est quelque chose que j'aime bien comme optimisation, c'est retirer les fonctionnalités qui ne servent à rien. Donc, un fichier de 10 mégas, en soi, ça n'est pas très gros. Mais 10 millions d'octets dans un algo quadratique, ça coince. Donc, il a écrit un article détaillé sur sa découverte. L'éditeur Rockstar l'a lu, a corrigé le problème et, pour le remercier, lui a offert 10 000 $. Donc, c'est vraiment une happy ending. Accidentally Quadratic, c'est un blog qui a été écrit par un développeur, pas par moi, et qui contient un recueil de perles de code accidentellement quadratique, donc en grand O de n carré. Je vous le conseille, c'est très divertissant. Et ça correspond à une réalité tout à fait tangible. Dans votre ordinateur, vous gérez des gigas et des gigas de données. C'est tout à fait considérable. Et la totalité des traitements que vous appliquez à vos fichiers et à vos flux sont linéaires, en grand O de n.
par exemple, copier le fichier sur une clé USB, ou éventuellement en grand taux de n log n, par exemple, afficher tous les fichiers, mais triés par date. Il n'est absolument pas raisonnable d'envisager le moindre traitement quadratique, proportionnel au carré du nombre d'octets, ni même au carré du nombre de fichiers. Donc en gros, à chaque fois qu'un traitement quadratique sur un nombre non minuscule s'insinue dans votre programme, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y aura des lenteurs, voire que votre appli sera complètement figée jusqu'à ce qu'elle réponde dans quelques milliers d'années. Donc oui, le code qui se fourvoie et se trompe de classe de complexité algorithmique, ça existe et ça mérite d'être réparé. Voici maintenant ce que j'appelle le problème central de l'analyse théorique de complexité. C'est qu'on a tendance à ignorer la valeur des constantes. On en fait purement abstraction. Constante ici. Bon, d'accord. Voilà, nous y sommes. C'est plus lisible? OK. On en fait purement abstraction. Constante, ici, c'est encore un peu un abus de langage. Il s'agit plutôt de coefficients cachés, de facteurs multiplicatifs ou additifs dont la valeur est rayée. Imaginons que vous avez déterminé le nombre maximal d'opérations élémentaires que votre algorithme va effectuer en fonction de la taille n de la donnée d'entrée, et que cette borne supérieure est exprimée par ce polynôme du second degré. La coutume en analyse de complexité, c'est tout d'abord de rayer les coefficients. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Dans la foulée, on remarque que le polynôme est dominé par sa composante de plus grand exposant, donc ici n carré, ce qui nous amène à rayer les composantes de moindre exposant. Donc là, on raye le n. On avait déjà rayé la constante 40. Voilà, une fois qu'on a fait ce petit ménage, on en déduit que f est en grand taux de n carré. Et c'est la vérité. De façon extrêmement cavalière et désinvolte, on a effectivement prouvé qu'il existe un certain k et un certain n0 à partir duquel f de n est inférieur à k fois n carré. Mais en cours de route, non seulement on n'a pas essayé de déterminer les valeurs de k et de n0, mais en plus, on a supprimé pas mal d'informations utiles sur le coût effectif de l'algorithme. La constante additive 40, elle n'est pas si négligeable que ça lorsque n est 0. Et le coefficient 53, il n'est pas très petit non plus. Donc en bref, de mon point de vue, on perd un peu de signal. Le pragmatisme en matière de performance, c'est de tenir compte de tout ce qui peut être pertinent pour optimiser effectivement les latences. Notamment les ordres de grandeur du coût de l'accès à l'information selon l'endroit où elle est stockée. Est-ce que c'est lisible même au fond de la salle? OK, super. Donc, ces ordres de grandeur, ils sont ignorés par les équations du grand O. Pourtant, ils ont un impact énorme sur les performances. Alors là, il y a des nanosecondes, des microsecondes, des millisecondes. On n'est pas forcément familier avec ces unités qui, de toute façon, représentent vraiment des valeurs minuscules. Alors, affichons à titre de comparaison une mise à l'échelle à partir de 1 seconde sur la droite. Voilà. Donc la plus petite opération, c'est un cycle processeur, on va dire arbitrairement que ça dure 1 seconde, et que lire la donnée dans le cache L1, ça coûte 3 secondes. Bon, ben, il se trouve qu'en bas, on voit que l'accès à la même information que celle du cache L1, mais si jamais elle est stockée sur notre disque dur magnétique, au lieu de prendre 1 seconde, elle va prendre peut-être 1 mois, peut-être 6 mois ou 1 an. C'est quand même 10 millions de fois plus lent. Moralité, lors de la conception d'un système informatique, mieux vaut avoir ces ordres de grandeur respectifs en tête, parce que manipuler une donnée proche du processeur, ce n'est pas du tout la même vitesse que de manipuler un périphérique ou de faire un accès réseau. C'est la notion de compassion mécanique, un peu d'empathie pour les caractéristiques bas niveau de nos architectures matérielles. J'avais écrit il y a quelques années un long article qui proposait des optimisations concrètes pour améliorer les performances de programmes écrits en Go.
Et je me suis aperçu que sur la quinzaine de conseils que je prodiguais, aucun ne parlait de complexité algorithmique. Toutes les optimisations que je proposais, notamment réduire le nombre d'entrées-sorties vers le réseau et vers le disque dur, réduire le nombre d'allocations mémoire, etc., consistaient à rendre le programme plus rapide et plus efficace tout en restant dans la même classe de complexité. Un outil tout à fait adapté à l'exploration des performances réelles, c'est bien sûr le profiler. L'outil pprof peut vous fournir ce genre de graphes absolument géniaux qui vous indiquent clairement ce qui prend le plus de temps dans l'exécution de votre programme. Il vous apportera des révélations comme par exemple, tiens, je n'avais pas conscience que les accès à une hashmap en lecture et en écriture, c'était en fait beaucoup plus lent, beaucoup plus cher que dans un tableau. Ben oui, parce que lire dans un tableau se fait en temps constant, et lire dans une hashmap se fait aussi en temps constant, mais nécessite beaucoup plus de travail. Ou bien, tiens, je ne savais pas que le générateur de nombres aléatoires de la librairie standard était si lent. Je pourrais le remplacer par quelque chose de moins sophistiqué et plus rapide si je n'ai pas vraiment besoin d'un RNG de grande qualité. Ou encore, tiens, j'ignorais qu'une simple expression régulière allait générer tant de travail et devenir mon goulot d'étranglement. On peut même visualiser les données de profiling sous la forme de flame graphs, et qui sont interactifs. C'est cliquable, ce genre de visualisation. Si vous n'avez encore jamais généré un flame graph, je vous le conseille, c'est épatant. Alors, War Story, c'est un nom lyrique pour désigner un retour d'expérience après avoir rencontré des difficultés. Celui-ci concerne une application interne que nous utilisons réellement avec mes collègues d'Evrel à Google Cloud. C'est une liste de conférences auxquelles on a participé ou bien prévu de participer en tant que speaker. Et Devoxx 2021 en fait partie. Cette application a une architecture très classique, elle ne fait rien de très pointu, et j'ai essayé de simplifier à l'extrême le problème qu'elle a rencontré, afin de vous raconter une histoire cohérente et compréhensible dans laquelle la théorie et la pratique ne sont pas tout à fait alignées. Pour cette application, nous avons une base de données relationnelle MySQL. Un événement, donc une conférence, ça contient des talks, donc des présentations. Chaque talk a un ou plusieurs speakers, qui sont des personnes. Elle a 0 ou 1 slide deck, donc les panoramas, les diaporamas. Et le deck peut être associé à des tags, par exemple si on parle de serverless ou de machine learning. C'est un peu simplifié par rapport au vrai schéma de la base, mais vous voyez l'idée. Précisons qu'on n'affiche pas la totalité des événements de la base à la fois sur le même écran. Plusieurs centaines d'éléments, ce serait un peu lourd à produire pour le serveur, puis à envoyer en HTTP et enfin à afficher pour le navigateur. En plus, ce ne serait pas scalable, puisqu'on avait au début de l'application quelques dizaines de conférences en base, puis quelques centaines, puis quelques milliers. Et clairement, on ne souhaite pas afficher 1000 lignes à l'écran. Dans l'écran que vous voyez ici, on n'affiche que les conférences du mois de septembre 2021. L'appli web consiste en des pages HTML, JavaScript, CSS qui vont dynamiquement charger la data JSON à mettre en forme et à afficher à l'écran. Donc par exemple, en une seule requête HTTP, elle peut récupérer la liste des événements de septembre. Le serveur web fait plusieurs requêtes SQL vers la base de données pour rassembler toute la data dont il a besoin pour construire une liste riche et la sérialiser en JSON. Vous noterez au passage que le serveur web est stateless. Il n'a pas vocation à contenir les données, il n'est pas en lui-même la source de vérité. Il délègue toute la question du stockage de données, de l'intégrité, de la redondance, de l'atomicité des transactions à la base de données elle-même. Être stateless, c'est une propriété fondamentale pour la plupart des serveurs web que je connais dans les architectures en cloud. Un serveur est capable de servir des centaines d'utilisateurs simultanés, et si jamais il y a plus de trafic, pour servir plus d'utilisateurs, il suffit de démarrer d'autres instances stateless du serveur. Donc on n'a pas besoin au niveau du serveur web de sharder la donnée en fonction de l'ID de l'utilisateur connecté. Et on n'a pas non plus besoin de mettre en place des sticky sessions pour s'assurer que c'est exactement la même instance qui va traiter la prochaine requête du même utilisateur. N'importe quelle requête est traitée par n'importe quelle instance, ce sont juste des passe-plats.
Les plateformes avec autoscaling nécessitent généralement des serveurs stateless, de façon à pouvoir créer et détruire des instances en temps réel lorsque le trafic augmente et diminue. Dans Google Cloud, c'est le cas avec les plateformes App Engine, Cloud Functions et Cloud Run. Et on préfère également utiliser des containers stateless dans les clusters Kubernetes, dans lesquels il est courant de créer et détruire des pods. C'est également grâce à la propriété stateless que l'on peut implémenter le scale to 0. Pas de trafic du tout égale 0 serveur en cours d'exécution. Et comme le serveur web ne contient pas la data, on peut se permettre de le détruire sans remords. Donc je disais, le serveur web de mon application d'exemple est stateless, il communique systématiquement avec la base de données en lecture et en écriture. Ça implique une légère latence ici pour passer du orange au vert, c'est-à-dire que faire une requête SQL vers la base de données en réseau dans le même data center, ce n'est pas le même ordre de grandeur que de lire et écrire dans sa propre mémoire vive du serveur. Toutefois, les data centers sont plutôt performants et optimisés, donc cette latence est très raisonnable en pratique. Le vrai problème que nous allons rencontrer porte plutôt sur le nombre de requêtes SQL effectuées pour récupérer la data qui nous intéresse. Alors, une requête pour récupérer les ID et les titres des conférences de septembre 2021, une requête pour récupérer les sessions de l'événement Devoxx, une requête pour récupérer les personnes qui présentent la session de l'événement, une requête pour récupérer le diaporama de la session, une requête pour récupérer les tags associés au diaporama de la session de l'événement, une requête pour récupérer les personnes qui sont les auteurs du diaporama de la session de l'événement. Ça fait déjà 6 requêtes SQL, ce qui pour l'instant est raisonnable. On pourrait en théorie paralléliser certaines d'entre elles, mais ce n'est pas le sujet tout de suite. 6 requêtes SQL séquentielles, ça va. On reste dans une latence de quelques dizaines de millisecondes, au pire 200 ou 300 millisecondes. Non, le vrai souci, c'est que récupérer les sessions et les infos liées à la session, on le fait séparément pour chaque session de chaque conférence. Ce qui est entouré en orange, ce sont les requêtes SQL effectuées pour chaque session. Ce qui est entouré en bleu, ce sont les requêtes SQL effectuées pour le diaporama de chaque session. On se retrouve vite avec des centaines et des centaines de requêtes SQL séquentielles, et ça porte un nom. C'est le N+1 select problem, un souci assez courant avec les ORM, les Object Relational Mapping, mais là, même dans une application qui n'avait pas d'ORM, on a rencontré ce problème. Il s'agit d'un grave problème de performance lorsque pour récupérer N objets, on fait N plus 1 requête SQL, alors que 2 requêtes SQL auraient peut-être suffi. Tout ça pour afficher une simple liste de quelques dizaines de lignes de texte. Quand je suis arrivé sur le projet, on patientait déjà une bonne quinzaine de secondes pour la voir s'afficher, car on était plus nombreux qu'au début du projet et on participait chaque mois à plus de conférences. Alors voilà, que faire? Premièrement, notons qu'il y a 2 points d'inflexion dans cette architecture où on peut se heurter au problème N+1. Il y a à droite, dans le dialogue entre le serveur web et la base de données, et puis il y a à gauche, dans le dialogue entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur web. Ce cas de figure est encore pire parce qu'on a vu que se connecter à la base de données dans le même data center, c'était relativement rapide, mais ce n'est pas du tout le cas pour la connexion Internet de l'utilisateur, qui peut être très mauvaise, surtout en période de work from home. Alors, il se trouve que notre application, elle cumulait l'un ou l'autre, ou les 2 problèmes de N+1, selon les pages, ce qui la rendait vraiment extrêmement lente. Alors, on récapitule en prenant un peu de recul. Nous avons une base de données qui contient un total de N événements, qui sont les sessions aux conférences. Chacun des minuscules points verts là-bas, c'est une conférence ou une session, pour simplifier. Et un serveur web qui ne contient rien. Chaque session contient un nombre limité, grand O de 1, donc c'est borné par une constante, d'informations. Il contient son titre, la description, etc. Et même s'il y a parfois plusieurs speakers, ça peut arriver, ou bien plusieurs tags, ça reste quand même borné. C'est tout à fait raisonnable de le considérer comme une constante, la taille d'un événement. Donc je disais, des points verts, il y en a des milliers dans la base. Et lorsque l'utilisateur se connecte, il veut afficher uniquement les sessions du mois de septembre et effectue une requête pour les obtenir.
vous noterez que initier une requête HTTP de la part de l'utilisateur se fait en temps constant, même si c'est une grosse valeur, puisque le round trip peut prendre quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Pareil, au niveau du serveur web, initier une requête SQL se fait en temps constant. Nous devons récupérer un sous-ensemble contenant K sessions, avec K très inférieur à N, parce qu'il ne contient que la data d'un seul mois. La valeur de K, c'est de l'ordre de quelques dizaines. Le Big O nous dit ceci. La base de données occupe un espace de stockage en grand O de N, proportionnel au nombre total de sessions de conférence. Et la requête utilisateur est en grand O de K. En effet, effectuer un aller-retour à la base de données coûte seulement un temps constant pour le voyage, plus un temps proportionnel à la quantité de données du résultat, tout à droite lorsque la base de données renvoie les K résultats. Et ça, c'est en supposant que la base de données, en interne, elle est déjà optimisée, elle possède tous les index nécessaires. Pareil pour l'aller-retour entre le navigateur et le serveur. Ça coûte seulement un temps constant pour le voyage, le coût du round trip, qu'on peut mesurer avec ping, je suppose que vous avez déjà utilisé ping, plus le temps de traitement côté serveur, plus un temps proportionnel à la quantité K de données du résultat qui seront sérialisées et envoyées dans les tuyaux HTTP. Donc, Big O nous dit que la latence totale de cette requête sera en grand O de K et qu'on ne peut pas faire mieux. Donc, c'est K étant le nombre de sessions du mois de septembre. Donc, si on s'assure que nos traitements sont effectivement en grand O de K, on devrait juste s'estimer heureux et passer à autre chose. Alors, pire que ça, du point de vue de la complexité algorithmique, il n'y a aucune différence entre une réponse de taille K ou bien K-réponse de taille 1 ou de taille bornée. On a beau ajouter de la latence superflue en boucle, ici, si on fait beaucoup de requêtes, c'est réduit dans l'équation à des simples constantes additives et multiplicatives, et elles sont rayées d'un trait de plume. Et en fait, ça, c'est un très gros problème. Parce que maintenant qu'on a décrit le flux de données en termes de n et de k, il est temps que je vous révèle les véritables ordres de grandeur dont il est question. Une session de conférence, c'est environ 2 kilooctets de texte sérialisé en JSON. C'est peu, et en plus, comme c'est du texte, ça se compresse très bien en gzip lors du transport HTTP. Les K sessions du mois de septembre, je disais il y en a une centaine, c'est 200 kilooctets. La totalité des quelques milliers de sessions stockées en base, c'est 5 mégas. Et nos utilisateurs, ils sont là à patienter 15 secondes pour récupérer une pauvre liste de 200 kilos, la liste de septembre. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et là, ce n'est pas le discours disant « nous sommes déjà proportionnels à K, on ne peut pas faire mieux, ce n'est pas ça qui va nous aider ». Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces ordres de grandeur, mais 15 secondes pour récupérer 200 kilos, ce n'est pas très rapide. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. La vérité, c'est que si on balançait à l'utilisateur la totalité des 5 mégas de la base de données, qui ferait peut-être 1 ou 2 mégas une fois zippé, ça prendrait nettement moins de 15 secondes. Et c'est très tentant. On part d'une situation extrêmement dégradée, dans laquelle l'opération la plus lente, à savoir la requête réseau vers le serveur ou vers la base de données, est multipliée par le nombre K de sessions du mois en cours. On souhaiterait idéalement faire une seule requête HTTP et un très petit nombre de requêtes SQL pour obtenir le même nombre d'objets, mais sans payer en boucle le fardeau d'une nouvelle requête, encore et encore et encore. Ce serait l'idéal, mais il faut savoir aussi que c'est un refactoring qui n'est pas trivial. Si vous avez déjà mis les mains dans du code legacy qui fait des requêtes SQL dans tous les sens, vous savez probablement de quoi je parle. C'est assez lourd et fastidieux de transformer des requêtes existantes pour les réécrire avec les bons join, les bons left join, les bons index, jongler avec les ID et les projections les plus précis possibles pour ramener exactement la data dont on a besoin, ni plus ni moins. Au lieu de ça, je vais vous proposer une solution intermédiaire, pragmatique, qui constitue une hérésie du point de vue de la complexité algorithmique. Je fais au niveau du serveur
un petit nombre de requêtes SQL très simples, c'est des select étoiles en gros, qui me ramènent la totalité de la data de la base, soit environ 5 mégaoctets. J'applique un filtre programmatique lui aussi très simple, sérialiser en JSON toutes les sessions dont la date est contenue dans le mois de septembre 2021. Et tout le reste, je le jette. On peut alors envoyer au navigateur les 200 kg de data utile. On a maintenant une page qui se charge en 500 millisecondes, 30 fois plus rapidement qu'avant. Non seulement c'est un gain de performance important, mais surtout ça fait toute la différence entre une appli inutilisable, qui répond en 15 secondes, et une appli utilisable, qui répond en moins d'1 seconde. Dans cette histoire, on a régressé du point de vue théorique. On est passé de grand taux de K à grand taux de N, puisque quand même la base de données envoie toute la donnée au serveur. Elle prend soin de la sérialiser dans son format binaire, je ne sais pas exactement les détails. En théorie, c'est très conséquent. C'est beaucoup plus cher que juste K-objet. En pratique, ça nous a sauvé le projet. Donc, de façon pragmatique, on a optimisé drastiquement les latences en se concentrant sur nos goulots d'étranglement effectifs, au grand soulagement des utilisateurs. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est scalable ? Est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir une quantité de traitement proportionnelle à n, sachant que la base est alimentée chaque jour et va donc grossir ? Vous avez peut-être un avis sur la question, plutôt oui, plutôt non. Est-ce que c'est raisonnable ? Ah, c'est mitigé. Pour le savoir, on fait à nouveau une analyse pragmatique sur les valeurs plausibles de n dans les années à venir, et si possible, on peut faire aussi un test de charge à blanc dans l'environnement de test. Nous avons des instances de serveurs App Engine équipées de 1 giga de mémoire vive. Si notre activité de DevRel continue à croître à un rythme très soutenu, on pourrait atteindre jusqu'à 100 mégas de data dans les années à venir. Alors, est-il raisonnable de faire transiter 100 mégas de la base de données vers l'instance App Engine pour chaque affichage d'un écran? Oui et non. Ça ne pose en pratique aucun problème de latence, et c'était le point le plus crucial dans notre cas. Toutefois, c'est assez dispendieux, ça mobilise nettement plus de ressources que nécessaire. Il s'agissait d'un exemple extrême dans lequel, en manipulant beaucoup trop de données, on arrivait paradoxalement à résoudre notre problème de lenteur. En pratique, nous avons quand même procédé dans un deuxième temps à des optimisations supplémentaires afin de ne pas récupérer tout l'historique des conférences dans nos requêtes SQL. Dans un premier temps, pour nous, le plus urgent, c'était de corriger le symptôme, et dans un deuxième temps, de corriger peut-être l'architecture. Le calcul du grand taux. C'est utile et je vous encourage à le pratiquer dans les phases préliminaires. Et c'est un outil parmi d'autres qui ne dit pas toute la vérité. La réalité de la latence subie par nos utilisateurs, ceux qui sont malheureux à chaque fois qu'ils voient un petit sablier qui tourne ou une petite boule qui tourne, ça s'explique le plus souvent par les facteurs cachés invisibles, les fameux coefficients cachés dans l'équation du grand O. La formule du grand O ne sait pas que accéder à un registre de processeur, c'est plus rapide que d'accéder à la mémoire centrale. Grand O ne sait pas qu'une requête HTTP, c'est plus lent que de consulter un cache local. Grand O ne sait pas que dans une page web, faire un petit calcul côté serveur, c'est beaucoup plus lent du point de vue utilisateur que de faire le même calcul en JavaScript dans le navigateur. C'est à vous, artisans, craftspeople, développeuses, chefs de projet, d'avoir d'une part l'expérience et l'intuition de ce qui va coûter le plus cher dans vos applications en termes de latence, les fameux goulots d'étranglement, et d'autre part de mettre en place des outils de mesure et surtout de dégager du temps dans le planning pour faire ces mesures dans des conditions acceptables. On a toujours cette tension entre les prédictions a priori et les mesures a posteriori. Et au risque de choquer les mathématiciens dans la salle, je mets l'analyse de complexité grand O dans le même panier que l'intuition, l'expérience et les estimations au doigt mouillé. Ce sont des heuristiques utiles, mais qui n'exonèrent pas du devoir de faire les mesures. La mesure de performance, c'est quelque chose de fastidieux, élusif, parfois subtil et souvent ingrat.
tout comme les tests unitaires ou les tests d'intégration, c'est quelque chose qui arrive un peu en bout de projet quand on est fatigué, qu'on en a marre et qu'on voudrait juste livrer ce sur quoi on a travaillé pendant plusieurs mois. En gros, intuitivement, on n'a pas très envie d'investir du temps et des efforts dans un audit de performance qui va peut-être nous révéler que le système est trop lent et qu'il faut revoir sa copie. Alors c'est humain, on n'a pas très envie que ça arrive. Pourtant, est-ce que je conseille à tout le monde d'investir des efforts dans la mesure de performance? Oui, complètement. En gros, il n'y a que 2 moments où l'on peut tester les performances du système dans des conditions à peu près réalistes. En milieu fin de projet, lorsque l'architecture centrale du système est déjà construite et testable, mais que le système n'est pas encore livré. Et puis en production, lorsque l'on mesure et constate les performances réelles sur les utilisateurs finaux. Mais là, c'est déjà un peu trop tard. Terminons par une citation de l'éminent informaticien Donald Knuth, qui avait écrit un programme pour un ami et lui avait transmis le code source en précisant ceci. « Attention aux bugs dans mon code, j'ai seulement démontré qu'il était correct, je ne l'ai pas testé. » Bon, si ça vous fait sourire, c'est que votre expérience de développeuse vous rappelle immédiatement qu'un bout de code qu'on n'a pas testé, ça n'est pas fiable. Quoi que puisse en prétendre la démonstration théorique rigoureuse de l'un des plus grands mathématiciens contemporains. Bien, je voudrais faire le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui sur l'analyse de complexité d'un côté et la performance réelle de l'autre. Une fois que vous avez fait votre analyse rigoureuse pour aboutir à la conclusion « cet algorithme dans mon code est en grand O de n log n », vous êtes plutôt dans la partie « j'ai démontré que c'était bon ». Alors qu'une fois que le système est déployé et que vous avez fait l'effort de tester avec une charge réaliste et de mesurer judicieusement les indicateurs clés de performance, en gros vous avez utilisé un chronomètre, là vous êtes passé dans la partie « j'ai testé ». Et vous pouvez vous permettre d'avoir un peu plus confiance en la robustesse de votre système, c'est-à-dire que ces performances ne vont pas se dégrader affreusement lorsque la charge augmente. Donc pour résumer, faire des calculs c'est bien, mesurer, c'est mieux. Merci beaucoup. Il nous reste 2 minutes 30 pour les questions s'il y en a. Oui. Absolument. Cet outil merveilleux de profiling, je rappelle le nom de l'outil de profiling montré au milieu de la présentation. Il s'appelle pprof. Donc l'outil en lui-même, il prend en entrée des données binaires issues du profiling d'une application. Ce sont la plupart du temps, je pense, des données obtenues par sampling. Donc toutes les 10 millisecondes, par exemple, le profiler arrête le programme juste pour regarder quelle est la call trace en cours. Et comme il fait ça des millions de fois, après, il arrive à nous construire ce genre de graphe. Donc ça, c'est déjà intégré dans le tooling standard de l'écosystème du langage Go. À la fois la partie qui va faire la mesure, faire le profiling, et ensuite qui va nous permettre de visualiser, par exemple dans un navigateur web, de façon interactive, ce graphe-là, également le flame graph. Ça a pas mal évolué ces dernières années, c'est plutôt sympa. Je pense que le format binaire de profiling est indépendant du langage Go et ça doit exister pour d'autres écosystèmes comme le C++ ou peut-être d'autres, mais je les connais un peu moins bien. Voilà, donc ça c'est pas écrit malheureusement, c'est pprof, P-P-R-O-F. Voilà. Oui. Si, c'était possible, mais j'avais expliqué qu'on attaquait une code base legacy dans lequel il y avait des requêtes éparpillées un peu partout. Donc c'est tout à fait possible, vous avez raison, de faire un plus petit nombre de requêtes SQL avec les bonnes jointures pour obtenir d'un seul coup les titres des conférences, les noms des speakers, les tags, etc. Mais d'une part, c'est beaucoup de travail de le mettre en place de façon correcte. Parfois, on en est un peu réduit à concaténer dynamiquement des requêtes SQL, c'est pas toujours super safe ou super... enfin bref, c'est un peu error prone. Et d'autre part,
Ce n'est pas toujours possible de faire une seule requête SQL parce que dans ce cas-là, on se retrouve avec énormément de colonnes et beaucoup de données redondantes. Si on se retrouve avec 10 000 lignes pour désigner mettons 200 lignes pour désigner la conférence à cause des joins, on va se retrouver 200 fois avec le titre. Ce n'est pas forcément non plus le plus optimisé. C'est pour ça que je ne disais pas tout à l'heure une seule requête, je disais un petit nombre de requêtes, par exemple 6 requêtes pour ramener un objet complexe, c'est raisonnable. Oui, il y avait une autre question avant qu'on... C'est fini. On peut prendre la dernière question. Et non, le timer est fini. Merci beaucoup.